Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous allons maintenant parler des liens entre l'Élysée et les oligarques. Contre l'info aux éditions des Liens qui libèrent avec Jean-Baptiste Rivoire, journaliste d'investigation et à la tête depuis peu de Off Investigation, un site indépendant qui met en ligne des enquêtes sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et qui va continuer à en mettre en ligne jusqu'aux élections d'avril. Bonjour Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour. Alors Jean-Baptiste Rivoire, là vous n'y êtes pas allé de main morte, c'est vrai, c'est un bon petit pavé, un bon pavé dans la mare médiatico-politico, oligarcho, disons cela, et vous montrez effectivement le côté Ménine de Velasquez, les liens de consanguinité qui existent effectivement entre tous ces gens-là. Mais j'avais envie de vous dire d'abord, oui d'accord, mais tout ça n'est pas nouveau. Vous avez vu évidemment, et vous avez lu le livre d'Honoré de Balzac, Les Illusions perdues, je ne sais pas si vous avez vu le film. Effectivement, cette presse, ou achetée ou vendue, etc., a été quand même fabuleuse au 19e siècle. Elle a été contrebalancée après la Libération, on va en parler, et moi-même j'ai connu effectivement des journaux qui appartenaient à leurs journalistes, et que les directeurs étaient des journalistes, et puis il y a eu effectivement la mainmise de 7 à 8 milliardaires sur l'ensemble de la presse écrite, télévisée et radiophonique. Le service public, non, mais enfin le service public, il y a d'autres problèmes tout aussi aigus. En fait, ce dont vous parlez, ces espèces de liens de consanguinité, de complicité, d'attachement, et vous dites quelque chose de ça, c'est les gens qui ont une activité significative assurée par des marchés publics. Je crois qu'il est là quand même le nœud du problème, non ? Si vous laissez 5 ou 6 milliardaires prendre le contrôle de 90% de la presse privée en France, donc acquérir une influence considérable sur les opinions et sur les politiques, alors que par ailleurs, il faut qu'ils fassent toc-toc chez les politiques tous les 5 minutes pour obtenir des contrats, si vous voulez, ils vont avoir un peu tendance à utiliser leurs médias pour peser sur la décision politique, voire pour pousser l'opinion à voter pour tel ou tel candidat, etc. Donc c'est peut-être pas nouveau, mais c'est un peu embêtant. Je rappelle quand même que dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, quand les industriels possédaient la presse, on appelait ça la presse d'argent, et quand est arrivé 1939 et 1940, la presse d'argent a été massivement dans la collaboration avec l'Allemagne nazie, ce qui était moyennement brillant en termes d'éthique, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est pour ça qu'au moment de la résistance en 1944, des nouvelles règles ont essayé d'être instaurées pour rétablir un petit peu d'indépendance des rédactions et des journalistes et d'honnêteté dans le traitement de l'info. Malheureusement, plusieurs dizaines d'années après, on en est revenu à une situation où quelques 5-6 grands milliardaires ont contrôlé la plupart des médias privés et utilisent, instrumentalisent ces médias privés, soit pour servir leurs intérêts en affaires, soit pour pousser les candidats politiques qui les arrangent. Donc aujourd'hui, un pauvre monsieur ou une pauvre dame qui voudrait être élu ou candidat à la présidentielle en France, s'il ne va pas montrer patte blanche à ces 5 ou 6 personnes pour supplier qu'on le soutienne médiatiquement, il a assez peu de chances d'être élu quand même. Ah oui, vous voulez dire que ce sont eux qui adoubent n'importe quel candidat, il faut qu'il soit adoubé et qu'il montre patte blanche aux oligarques. En tout cas, dans l'histoire récente de la 5e, regardez Nicolas Sarkozy avait le soutien de la plupart de ces oligarques qui l'ont monté en épingle à la une de Paris Match, je parle d'Arnaud Lagardère, etc. Il a fini par ils ont réussi à le faire élire par la population à la présidentielle en 2007. Emmanuel Macron a fait vraiment la même chose avec le même Paris Match, avec la même chargée de communication qui avant était au service de Nicolas Sarkozy, Michel Marchand, et qui aujourd'hui s'est mis au service des Macron pour nous faire les mêmes unes en maillot de bain. Les deux, je crois que Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont essayé d'imiter à Biarritz des photos mythiques de Nicolas et Carla. Même François Hollande a été sur Paris Match en maillot de bain, vous vous rappelez ? Oui, alors des fois il a été contre son gré, lui il était un peu moins pour les paparazzi, mais c'est pour dire que oui, ces grands milliardaires qui contrôlent la presse poussent les candidats et avec une influence qui devient complètement excessive sur la démocratie. Alors on va en reparler tout de suite et simplement une question. Est-ce qu'il reste pour vous, parce que si vous dites ça, alors les journalistes n'ont plus de liberté, les journalistes qui appartiennent à ces journaux, ces radios et télévisions, qui sont la propriété de... Il y a quand même une marge de manœuvre, ou il n'y a pas de marge de manœuvre ? Bien sûr, il y a toujours des marges de manœuvre, tout n'est jamais rien noir ou blanc, évidemment. C'est-à-dire qu'entre Xavier Niel, qui est infiniment plus respectueux de la liberté éditoriale de ces médias, et de mon point de vue, un Vincent Bolloré, qui est un peu plus interventionniste, je vois que vous l'aimez bien, mais moi un peu moins, je pense qu'il y a des nuances, évidemment, et bien sûr que plein de confrères font leur boulot dans les grands médias, c'est pas le sujet. C'est juste que c'est devenu
ces milliardaires ont un tel poids, une telle influence sur l'information, si vous voulez, qu'il y a un moment donné, je suis désolé, à l'information, il y a un moment donné, ça doit être un truc de gens libres, de gens un peu résistants, de gens qui peuvent dire une vérité, même si ça dérange, parce qu'ils l'ont découverte, et ça devient quand même très compliqué dans le système médiatique français, d'autant qu'il y a ces 5 milliardaires qui tiennent la presse, mais après, il y a le service public qui n'a pas tout à fait les libertés qu'il pourrait avoir. C'est clair, et c'est le moins qu'on puisse dire. On en reparle tout de suite après les informations avec Jean-Baptiste Rivoire. À tout de suite. Et avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et ça fourmille d'anecdotes et ça fourmille d'histoires. L'Élysée et les oligarques contre l'info. Jean-Baptiste Rivoire, c'est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Bah écoutez, je ne sais pas, là, vous parlez beaucoup plus de liens que de libération, effectivement. Et alors, Jean-Baptiste Rivoire, j'aimerais vous raconter beaucoup d'histoires au bon sens du terme, hein, pas au sens fake news du terme dans votre livre. Et comment ça s'est passé, cette concentration? Elle est venue par la nature, libérale, etc. Tout s'achète, tout se vend, laisser faire, laisser passer. L'interaction avec l'État. Et puis aussi, je voudrais qu'on parle après du service public et de la radio d'État. Quel service et quel public? En 2 mots, si vous voulez, donc à la Libération en 44, la Résistance avait aidé à poser quelques règles du jeu pour que les rédactions essayent de défendre un peu leur indépendance, pour qu'on ne retombe pas dans la collaboration comme pendant la guerre. Ça a tenu quelques dizaines d'années, et puis le naturel est revenu au galop, c'est-à-dire ces grands industriels qui contrôlent des pans entiers de l'économie française et qui souvent ont besoin de l'État ou des pouvoirs publics pour faire leur business, ils se sont aperçus que quand ils n'ont pas de médias, ils font toc toc, bonjour, je voudrais être reçu par le ministre, ça prend 6 mois, et dans le meilleur des cas, s'ils sont reçus, et quand ils prennent le contrôle d'un grand média influent, une grande télévision, un grand journal, alors là c'est plus facile, ils peuvent téléphoner, en quelques jours ils voient le président. Donc ils ont vite compris qu'en fait, je ne sais pas si ces médias sont réellement influents sur les électeurs, mais en tout cas les politiques le pensent. Donc quand vous avez entre les mains un TF1, un Figaro, etc., vous avez plus de poids sur les politiques, et donc le problème c'est qu'à force de ne pas fixer de règles du jeu, les politiques ont laissé ces gens prendre le contrôle donc de 90% des grands médias privés et finalement peser sur le débat démocratique de manière complètement excessive. Encore une fois, aujourd'hui, un candidat à la présidentielle, s'il est bâché par la plupart des grands médias privés, ça va être compliqué pour lui. Donc ils ont une influence trop forte et comme, encore une fois, les pouvoirs publics fixent aucune règle, au moins d'éthique à l'intérieur de ces médias, d'éthique et de respect de la déontologie de l'information et des journalistes, j'en sais quelque chose, parce qu'on a appelé au secours il y a quelques années depuis Canal+, il s'est strictement rien passé de la part de François Hollande. Donc finalement, ces grands milliardaires se disent, puisqu'on me laisse faire, j'y vais, et puis il y a quasiment plus de limites. Alors, qu'est-ce qui se passe ça c'est très clair, on va creuser cela. Mais au niveau des journalistes, alors vous en connaissez, vous avez été à Canal+, vous avez quitté Canal+. Qu'est-ce qui se passe au niveau journaliste? Parce qu'on comprend, c'est la nature humaine. Vous savez, c'était Jacques-Laurent Bost, qui était le secrétaire de Sartre, et disait, j'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche, il faut bien vivre. Mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. Est-ce que, effectivement, aujourd'hui, le problème des journalistes, c'est que, oui, il faut vivre chez femmes, enfants, famille, etc. Comment je fais? Est-ce qu'il y a, effectivement, aujourd'hui, soyons clairs, je vous pose la question, une certaine autocensure inconsciente de la part d'un certain nombre de journalistes? Je ne dis pas tous, il y en a tous qui font un très bon boulot. Mais est-ce que la réalité, elle est celle-ci? Évidemment, il y a une énorme part d'autocensure. Vous savez, quand mes confrères d'ITélé se sont mis en grève en 2016 pour demander juste de pouvoir travailler dans un cadre d'une charte déontologique et que Bolloré et ses lieutenants se braquaient en disant restez en grève pendant 6 mois, on s'en fiche, de toute façon c'est nous qui allons gagner. Moi j'y croyais pas, ils ont fait 31 jours de grève, il y en a une centaine qui ont lâché l'affaire et qui ont perdu leur boulot alors qu'ils avaient des femmes et des enfants, etc. Donc oui, évidemment certains s'autocensurent parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut payer un loyer, d'autres partent mais perdent leur boulot, etc. J'avais encore ce matin au téléphone Elisabeth Drevillon, la patronne de la Garde, qui est un syndicat de 350 réalisateurs de télé. Ils ont fait un sondage auprès des réalisateurs qui font les documentaires aujourd'hui, qui passent en France.
France. Oui. Et elle me disait que plus de 50% d'entre eux ont dit mais oui, on s'auto-censure. C'est-à-dire qu'avant même d'envoyer des projets dans les chaînes de télé, et notamment à France Télévisions ou à Arte, ils s'auto-censurent parce qu'ils ont intériorisé le fait qu'il y a tout un tas de sujets qui ne passeront pas. Et ça, c'est invisible, ça se passe discrètement, personne le voit, personne le sait, puis on regarde après les antennes, on se dit ah, c'est quand même un peu fade ou politiquement correct, ou ça va dans le sens du vent, ou ça dérange pas grand monde, et on se dit mais pourquoi ils dorment les journalistes français? Ben non, ils dorment pas, ils s'auto-censurent massivement, et le public le sait pas. Donc après, le public les déteste et les lynche dans les manifestations, mais c'est grave, bien sûr. Alors comment ça se fait? Vous avez cité justement France Télévisions. Alors expliquez-moi pourquoi, il faut être clair, ça se passe de la même façon, peut-être orienté différemment, dans le service public, notamment France Inter, France Info, pour ne pas les nommer. Alors je connais pas hyper bien Radio France, mais je vais essayer de vous donner un élément. Moi j'ai travaillé 10 ou 15 ans donc à Canal+, dans l'investigation. Il se trouve qu'on était un petit pôle d'enquête avec une petite marge de liberté éditoriale, parce que c'était financé par les abonnés plus que par les annonceurs publicitaires. Et il y avait à côté de nous un mastodonte qui s'appelait l'audiovisuel public, notamment France Télévisions. Et si vous voulez, ils étaient beaucoup plus puissants et talentueux que nous, bien sûr, mais il y avait quand même une petite part d'émulation quand Paul Moreira a créé en 1999 l'excellente émission 90 minutes. Et ben en 2000, les copains de l'autre côté de la scène ont créé Pièce à conviction, puis etc., spéciale investigation, et puis complément d'enquête, etc. Donc il y avait un peu d'émulation, il y avait différents confrères qui se tiraient la boue, on se respectait, hein, mais ça bougeait, et puis si nous on s'endormait, eux ils nous réveillaient, et si nous on s'endormait, bref, bon. Donc c'était pas mal. Qu'est-ce qui se passe en 2015? Je suis désolé, je suis pas hyper fan d'un certain milliardaire breton qui a pris le contrôle de Canal, mais qu'est-ce qu'il fait très concrètement? Eh ben, il va arrêter l'investigation, restreindre le périmètre de l'information, en tout cas dans cette chaîne, en tout cas en termes d'investigation. Et du coup, Delphine Ernotte, à la tête de France Télévisions, se retrouve à la tête d'un espèce de monopole, à part Arte, qui peut en fait faire le jour et la nuit sur le documentaire en France. Et l'enquête. Et en plus, si vous voulez, parce que encore en 2015, quand Bolloré éteint l'investigation de Canal, elle se retrouve en position de monopole. Et moi, dès cette époque-là, je dis oh là là, les copains de France Télé, ils vont souffrir parce qu'il n'y a plus que eux, donc elle va être en position de toute puissance, et notamment par rapport aux réalisateurs qui sont à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'elle fait en 2019? Parce qu'au début, ils peuvent encore aller faire toc-toc, France 3, France 5 veut pas, je vais voir France 2. Bon, ils arrivent encore à placer quelques petites choses qui peuvent déranger. À partir de 2019, Delphine Ernotte crée un guichet unique pour la partie documentaire de France Télévisions. Elle met une dame qui tient le guichet, et les centaines de réalisateurs ou de réalisatrices en France doivent venir faire toc-toc au guichet de la dame. Et si la dame a décidé que ça passe pas, mais oui, c'est un monopole, bien sûr, c'est devenu un monopole, à part encore une fois Arte. Mais Arte, par exemple, quand on leur propose, nous, une série sur Macron, ils nous répondent ah ben non, ça va pas intéresser les Allemands. Donc Arte, c'est franco-allemand, donc il faut toujours que ça intéresse les Allemands, ou alors en Allemagne, il faut que ça intéresse les Français, donc c'est pas évident. Et juste Jean-Baptiste Rivoire, je rappelle qu'au début de votre livre, vous parlez on attaque, et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur les millefeuilles de France Télévisions où des gens sont là depuis longtemps, mais on réduit d'abord le budget des enquêtes et des documentaires. C'est ce que vous racontez au début de votre livre. Ce qu'Emmanuel Macron a tenté de faire quand il est arrivé à l'Élysée, un truc absolument hallucinant. Il a décidé qu'il fallait absolument que France Télévisions économise de l'argent. Bon, soit ça peut être une politique publique, on peut l'entendre. Et alors, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Delphine Ernotte ou de ses lieutenants. Ils vont décider qu'une très grande partie de ces économies doivent porter sur l'information, parce que vraiment l'information c'est insupportable. Hein, donc envoyé spécial et complément d'enquête. Mais c'est Delphine Ernotte la décision, ça, à votre avis? C'est difficile à savoir, parce qu'il s'est passé un truc, si vous voulez, c'est que quand vous faites un livre pendant 3 ans sur ces sujets et que vous contactez les responsables de France Télévisions, eh ben ils font un peu comme les gens de l'Élysée. Vous savez comment ils font? Ils font rien. Ils parlent pas, ils répondent pas. Donc ni Delphine Ernotte, ni aucun des responsables de France Télévisions n'a souhaité répondre, alors que ce livre prenait son temps. Je leur donnais plusieurs semaines pour réagir à des choses précises, etc. Personne ne répond. En fait, c'est comme s'ils n'avaient pas de compte à rendre, finalement. Alors que nous payons tous la redevance. Enfin, je le rappelle, comme ça, à titre... c'est quand même un peu un service public. 26 millions de Français, oui. Voilà, c'est un service public, donc ils répondent pas. Donc on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que... le budget de l'information et de l'enquête est réduit drastiquement. Ils ont décidé en novembre 2017 d'externaliser les 3/4 des journalistes d'envoyé spécial et de complément d'enquête, ce qui étaient 2 petites émissions. Enfin, à l'échelle du budget de France Télévisions, c'est rien. Et ben tout leur tombait dessus. Et s'ils s'étaient pas révoltés et mis en pétard, et ben ils auraient été quasiment supprimés, puisqu'il était question de... Bon. Donc tout ça pour dire que oui, on a tenté fin 2017, sur pression du pouvoir exécutif, à mon avis, d'affaiblir considérablement les quelques émissions qui essayaient d'avoir un peu de temps pour gratter à France Télé, de faire un peu d'enquête. Bon, alors, évidemment, il reste Cache Investigation. Tristan Valex vient de reprendre complément d'enquête avec beaucoup de talent. Donc tout ça est à nuancer, si vous voulez. Mais quand même, il y a une tendance lourde. Moi, ce que les réalisateurs et les producteurs que j'ai interrogés pendant des mois et des mois m'ont remonté, ils sont des dizaines, c'est qu'en gros, dès qu'un projet va aller déranger un tout petit peu, soulever quelque chose d'un peu pas trop brillant, bah ça passe pas. Je vous donne juste un exemple, pardon de revenir à 39-45, mais ça nous a tous créé. Enfin, moi j'étais pas né, pour faire court. Faire comment on a gagné la guerre en 45 avec les Américains, ça oui, l'histoire du débarquement, ça c'est super, ça c'est glorieux. Enfin, juin 44, ils débarquent, génial,
nous, on a tous été résistants, hein, bien sûr. En France, on a tous été résistants, bien sûr. Mais alors, par contre, sur 1940, comment ça se fait qu'il y a eu la débâcle, les complaisances de Pétain avec les Allemands, enfin tout ça non, alors ça non, ça va pas intéresser les gens. Donc en fait on a le sentiment, on a le sentiment, si vous voulez, que dès que en gros ça questionne un peu l'histoire officielle, ça risque de froisser quelqu'un, ça peut déranger, ben non. Sauf que le problème de l'info, c'est que l'info ça bouscule. Et si on veut pas bousculer, faut pas faire d'info, faut faire des variétés. Ça c'est très très bien les variétés, mais l'info ça dérange. Et si on n'accepte pas que l'info dérange, faut pas en faire quoi. Ouais. On en reparle tout de suite et on continue avec Jean-Baptiste Rivoire après ceci. Et commencez déjà à nous appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions à Jean-Baptiste Rivoire. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce qui est quand même étonnant, Jean-Baptiste Rivoire, en lisant votre livre, etc., en voyant, il y a effectivement des scènes tout à fait croquignolesques qui se passent notamment à France 2, ou en tout cas à France Télévisions, entre Delphine Ernotte, Michel Field, Élise Lucet, etc. Bon, je vous reporte le livre, vraiment, lisez-le, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est cette partie humour, c'est-à-dire que même les gens qui font de l'humour, alors c'est très orienté. Alors on l'accepte effectivement, vous foutiez de tel ou de tel, mais pas d'un autre. C'est-à-dire il y a une espèce de par exemple, je pense toujours ça, je pense à ça. C'est très bien. Alors France Inter récemment ils ont fait une émission Jésus est pédé, ils chantaient, tout le monde rigolait, etc. Si vous faites que une autre religion peut-être là, on n'en parle pas. Les cathos, on peut y aller. Et je suis pas catho, je sais rien, mais je veux dire, on a l'impression que même l'humour est devenu effectivement sous contrôle. Alors c'est un peu ce que j'ai découvert, enfin en tout cas constaté dans cette enquête. Moi j'étais à Canal, donc je suis désolé, quand j'étais gamin j'aimais bien les Guignols de l'info, ils se foutaient un peu de tout le monde, etc. Bon, ils ont été éradiqués en 2015, tous leurs auteurs ont été virés, l'émission a été tuée à petit feu. Ça manque un peu, moi j'aimerais bien qu'on puisse un peu rigoler des politiques et se moquer quand ils font des bêtises. Et il y avait deux types à France 2 qui ont repris un peu le flambeau, Mathieu Madénian et Thomas VDB, sauf qu'à un moment donné, Delphine Ernotte s'est aperçu qu'ils faisaient un peu des sketchs politiques où ils se moquaient un peu de la politique, donc ça n'a pas été possible. On les a supprimés en pleine campagne présidentielle de 2017. Et puis Yann Barthès, qui était dans le système Canal avec une certaine liberté, s'est retrouvé dans le système TF1. Il a réussi à sauver sa peau, etc. Mais là aussi, apparemment, ça rigole moyen à l'Élysée quand on se moque un peu du président. On a quelques épisodes qui racontent les pressions de la Macronie sur la bande de Barthès, de mon point de vue assez grave. Et donc effectivement, il y a un moment donné, si vous voulez, quand on peut même plus rigoler, parce que bon, France Télévisions, ça n'a jamais été l'empire du rire, faut quand même pas par rapport à Canal, mais là il y avait quand même deux mecs un peu drôles, mais en fait non, ça va pas, non, faut pas rigoler parce que c'est la politique. Donc en fait on a vraiment l'impression que dans le service public, autant on peut enquêter sur quelques multinationales, Élise Lucet le fait brillamment à Cache Investigation, mais alors par contre l'exécutif, le pouvoir politique, celui qui décide pour la tutelle, la redevance, le montant, les budgets, alors ça, faut surtout pas toucher. Bon, un journaliste qui peut pas regarder ce que fait le chef du monde qui est à la tête du pays, je sais pas ce qu'il fait, quoi. Alors, évidemment, il faudrait nuancer. France Télé fait du bon boulot sur le pouvoir exécutif par moment, notamment à Complément et ailleurs. Mais enfin, quand même, on sent que ça coince souvent, quoi, trop souvent. Oui, et puis même, non, mais il y a eu aussi, d'ailleurs le privé de temps en temps, effectivement, certaines enquêtes de M6, moi je pense, même la Villardière, quand il est allé dans certaines zones, bon, il a fait des choses. Le problème, c'est le plus général, moi ce qui me frappe, si vous voulez, et vous le décrivez dans votre truc, par rapport au pouvoir actuel, Macron, mais même Hollande, il y a quelque chose que c'est devenu intouchable dans les médias mainstream. C'est-à-dire, on ne peut plus parler du président de la République pratiquement avec une certaine nuance. On peut plus, on n'en parle pas, ou alors on n'en parle pas, ou alors il faut dire, c'est extraordinaire, mais même dans un certain nombre de chaînes d'infos, etc. Qu'est-ce qui fait que, alors que du temps, je rappelle que du temps de De Gaulle, et Dieu ceci, De Gaulle tenait en main sa télévision par perfide interposée, la presse écrite, par exemple, mais elle y était sur De Gaulle. De Gaulle, on se rappelle le coup d'État permanent de Mitterrand, le Duce et compagnie. Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé comme ça? Mais même, je vais vous dire, même sous Sarko. Sarko était hystérique de rage contre France Télévisions. Il voulait leur supprimer la pub. Il n'arrêtait pas de s'énerver en tapant avec ses petits pieds par terre. Mais n'empêche qu'à France Télé, ça a résisté à Sarko. Il y avait des bras de fer, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est même plus possible, effectivement. Et moi, j'étais un peu naïf avec une équipe de jeunes journalistes il y a quelques mois. On s'est dit, en fait, moi, je suis sorti de Canal. Je me suis dit, génial, je suis sorti de mon placard au bout de 5 ans. On va proposer une série
dit, Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée, un bilan du quinquennat Macron, ça fait quand même 5 ans qu'il est là, il s'est passé beaucoup de choses dans le quinquennat, les gilets jaunes, la santé, le problème du vaccin, bon voilà. Donc il y a plein de trucs à raconter. Et on s'est dit, on va l'envoyer à toutes les chaînes, ce projet. Alors M6 nous a dit, ah non, on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand. Alors, moi, je suis pas Karine Le Marchand. TF1 nous a dit, ah mais on a déjà un projet, mais alors certes un peu différent. Alors c'est peut-être ce qu'ils ont fait il y a un mois avec l'invitation du président. Bon, c'était mordant, mais moyen mordant, on va dire. Après, France Télé, ça a été, non, mais on a déjà 3,52 sur lui, ça suffit, on n'en fera pas plus. Canal, c'est on ne peut pas t'accompagner sur ce projet. Arte, c'est ça n'intéressera pas les Allemands. Et Netflix, c'est on fait rien sur des politiques en exercice. Donc, excusez-moi les gars, il y a un moment donné, il y a un refus général. Tout le monde a refusé ce projet sur Emmanuel Macron. On est à 8 mois de la présidentielle. C'est quand même un président intéressant. Il est jeune, il est beau, il a fait un beau quinquennat. On peut peut-être regarder un peu son bilan. Moi, je vais même jusqu'à penser qu'éventuellement, on peut tout à fait travailler sur le président, même pas uniquement quand il y a l'élection. On peut peut-être travailler aussi pendant tout son quinquennat. Mais en tout cas, quand arrive le bilan, on avait voulu le faire pour Hollande en 2016. On avait été censuré à Canal. On ne pouvait pas questionner le bilan de François Hollande. C'est incroyable, mais c'est comme ça. En février 2016. Et là, on a voulu recommencer. Et là, c'est toutes les chaînes, c'est non. Donc, alors, peut-être parce qu'on est une petite boîte et qu'on n'est pas très connu. Il peut y avoir plein de raisons. Je dis pas que forcément que c'est une censure, mais enfin, en tout cas, il y a des Français qui ont envie que ça se fasse, puisqu'on a lancé un financement participatif et qu'on a déjà levé 180 000 euros. Donc on va faire une série d'investigations indépendantes sur le président en 9 épisodes qu'on va diffuser à partir de fin janvier tous les 10 jours, financés par les citoyens de ce pays. Moi, j'en suis fier. Alors c'est quoi? C'est sur Off Investigation, c'est ça? Voilà, on est obligé de partir un peu auprès de la population pour dire, écoutez, en fait, voilà, vous payez la redevance, vous payez plein d'argent pour la presse des milliardaires, pour les aides à la presse, mais en fait, il n'y a rien qui peut passer dans ces grands médias. Donc si vous voulez, on va passer en direct et les gens nous envoient énormément de messages de soutien. On sent sur vraiment... votre site, oui, sur Off Investigation. On a déjà un épisode pilote sur l'affaire Collère, le bras droit du président Macron, qui apparemment a un peu mélangé les conflits d'intérêts au sommet de l'État. Il a été diffusé avec un média partenaire, Blast de Denis Robert. Il a fait 1 300 000 vues. Donc les gens ont envie d'avoir ce type de contenu. Je dis pas forcément des contenus politiquement orientés à droite ou à gauche, ou c'est pas ça. Les Français, ils ont le droit d'avoir leurs opinions. Le pays est divers. Heureusement, c'est pluraliste et tout. C'est plutôt juste qu'on questionne librement ce pouvoir, comme d'autres, le pouvoir économique. Et c'est pas Macron. On aurait pu le faire sur Hollande ou sur les autres, et on le fera peut-être sur le prochain. C'est juste que dans ce métier, ce qui est insupportable, c'est l'impression qu'il y a de plus en plus de fil à la patte, entre les annonceurs publicitaires qui sont pas contents parce qu'il faut pas dire que le moteur Renault il est en panne, entre les actionnaires que ça arrange pas parce qu'ils voudraient bien obtenir du ministère un petit avantage pour leur contrat qui va arriver, et entre le service public qui a quand même manifestement peur de déplaire à sa tutelle. Il y a un moment donné, c'est pas compatible avec une information vraiment autonome, quoi. Ouais, et c'est vraiment le problème qui est posé du fil à la patte, et j'aime bien parce que on parle tout le temps de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, elle s'arrête où, elle commence où? Ça devient une espèce de mot valise qui fait le trottoir, mais on se demande pour qui et pourquoi. On va recevoir avec vous et les auditeurs, avec vous Jean-Baptiste Rivoire. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que le journaliste d'investigation dans ce pays, est-ce qu'il n'est pas en danger de mort? J'exagère, mais à peine. Franchement. Alors il est très menacé puisqu'il a été supprimé dans tout le groupe Canal et qu'il est mis sous pression très fortement à France Télévisions, quoi qu'en dise Delphine Ernotte. Alors après, est-ce qu'il est mort? Moi je crois pas, parce qu'évidemment il y a toujours un truc dans un pays, ça s'appelle la population. Et franchement, des fois la population c'est pas mal. Et là très concrètement, tous les médias indépendants qui se créent, je remarque que toutes les campagnes de levée de fonds ont cartonné. Alors je suis pas sûr que le média soit votre couleur politique, mais enfin ils ont levé 2 millions d'euros. Blast a levé plus d'1 million d'euros, 1,2 million. Nous on n'est pas connus. Enfin en quelques semaines on lance ce projet fou sur le président de la République, on en est à 180 000 euros. Bastamag arrive à financer la refondation de son site internet en quelques semaines. Bref, donc les gens sont tellement excédés par la façon dont les grands médias sont instrumentalisés et que bloquent, censurent certaines informations, présentent les choses de manière toujours favorable au pouvoir. Enfin, les gens le voient, ils le supportent plus. On lynche les journalistes dans les manifs. Enfin, c'est quand même super grave. Il y a une violence aujourd'hui de la population contre les élus aussi. Alors, j'écoutais hier une députée macroniste qui se plaignait à juste titre de recevoir des menaces de mort. C'est évident que ça va pas, c'est terrible, etc. Mais il y a un moment donné, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour se dire, mais pourquoi les gens sont dans une telle colère? Et moi, je pense qu'à une époque, quand la presse était un peu plus à distance du pouvoir et qu'elle faisait son boulot, ça castagnait, ça cognait, tous les journaux n'étaient pas d'accord, mais quand un politique faisait une connerie, c'était balancé dans la presse et il en avait peur. Et ça équilibrait un peu la démocratie. Si vous avez plus ça, parce que vous avez 5 types qui disent qu'il faut voter pour ce type-là, Macron en l'occurrence, et qui tiennent les journaux,
ce monde dérive hors sol, en dehors de la réalité, et les Français, ils n'arrivent plus à s'exprimer, les infos passent plus, donc il y a une violence dans la société qui se développe, c'est hyper grave. Ça s'appelle le retour du refoulé, et plus on fait ça, plus effectivement... Non, nous on est tout à fait pour la pluralité, y compris médias, oui. Il n'y a pas de problème. On va... Absolument, dans un instant, nos auditeurs. Vous allez prendre la parole au 0826 300 300 pour poser vos questions sur les liens entre l'oligarchie et Emmanuel Macron, en tout cas l'Élysée. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes maintenant avec Véronique qui nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Ah, on vous entend très peu, alors vous devez être en haut-parleur. Ah, je l'enlève. Ah oui, enlevez le parleur, sinon... Sinon, ça, on entend le cuit-cuit, mais pas le reste. D'accord. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. D'accord. Mais il y a un sifflement derrière vous. Ah. Je sais pas. bon. Oui, allô, oui, allez-y, on vous entend là. C'est bien Véronique. D'accord. Je voulais dire merci pour ce député-là, parce que ça y est, enfin, il parle de religion, quoi. C'est vraiment les mots, quoi, qu'il faut employer. Et du coup, moi, j'ai les paroles du président, là, m'avait apparu comme une espèce d'ayatollah qui lance des fatwas, là, vous voyez. Attendez, on vous entend, excusez-moi, Véronique, on vous entend pas très bien, hein, je sais pas si c'est la connexion, on vous entend haché. Là, vous m'entendez pas bien. Voilà, là ça va mieux. Allez-y. D'accord. Allez-y. Donc, je sais pas ce que vous... il faut que je recommence. Répétez, oui, absolument. Et je disais par rapport à la nouvelle religion, là, j'étais frappée par ce président qui a lancé comme une espèce de fatwa sur une partie de la population, quoi. Ouais. Et c'est assez inquiétant parce qu'on ne sait pas dans quelles oreilles ça peut tomber. Et je me disais aussi, je me demande que si on se propose d'harceler des gens, ça tombe normalement sous le coup de la loi, quoi, parce que des gens qui n'ont rien fait. Et je me demandais quel exemple on donne à nos enfants en ce moment où on leur dit que le harcèlement est interdit. Vous voyez, on ne doit pas harceler des gens, ni se proposer de leur nuire. Enfin, vous voyez. Donc je me posais des questions sur ce comportement, quoi. Vous voyez que oui. De dire qu'il y a des irresponsables, que les non-vaccinés sont irresponsables et pas citoyens, etc. C'est un peu assez inquiétant, oui. Ouais. On voit que dans des pays où il a suffi de gratter une allumette pour que tout s'embrase, vous voyez. Ouais. D'accord. Voilà, vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Jean-Baptiste Rivoire, vous avez réagir là-dessus ? Oui, moi je vois deux questions dans votre question, Véronique. Sur l'histoire des laboratoires, des vaccins, etc. Moi, je peux juste témoigner d'une petite expérience qu'on a eue dans l'investigation à Canal pendant 20 ans. On a pas mal travaillé sur l'industrie pharmaceutique, sur les labos, sur leurs médicaments, sur parfois leurs effets secondaires. Et on se heurtait en permanence un espèce de discours très souvent mensonger des laboratoires sur les effets secondaires de leurs médicaments. C'est extrêmement difficile à documenter pour les victimes. C'est extrêmement difficile d'avoir l'aide des pouvoirs publics sur ces questions. Et donc, on va faire court. À force de mentir, l'industrie pharmaceutique a créé du doute. C'est normal. Quand on ment, après, les gens, ils vous croient plus. Donc, on en arrive à une situation quand même extrêmement grave. Vous avez des millions de gens en France qui se méfient terriblement des vaccins. De mon point de vue, ce vaccin ne va pas nous tuer, mais je veux dire, les gens se méfient. Alors, on peut les traiter d'abrutis. On peut aussi dire, peut-être que l'industrie des labos a un peu trop menti avec la bénédiction des pouvoirs publics. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, moi, c'est vrai que les agressions contre les antivax m'énervent pour cette raison. Il vaut mieux comprendre pourquoi les gens doutent plutôt que de leur jeter l'anathème. Après, vous parlez du comportement du président qui dit je vais emmerder les gens qui veulent pas se vacciner. Bon, franchement, je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est niveau cours maternel ou cours de récréation. Et surtout, ça pose la question de l'éthique des gens qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'on peut parler des problèmes d'éthique publique. C'est important d'avoir de l'éthique et de cohabiter correctement dans une société. N'importe quelle société, que ce soit ici dans le monde arabe, en Indonésie, partout. Si vous chiez sur votre voisin, ça va pas marcher. Donc à un moment donné, il faut se respecter un minimum entre nous et faire un peu attention aux autres. Mais je veux dire, c'est vrai pour les mecs à la base. Mais franchement, c'est vrai aussi pour le sommet. En termes d'éthique publique, ce qui se passe à la tête de cet État, mais on se moque de nous, quoi. Je veux dire, enfin, pardon, du matin au soir, on se moque de nous. Ils en ont rien à faire. C'est-à-dire que les conflits d'intérêts, ça y va. Vas-y que je travaille pour le public, après je travaille pour le privé. Je retourne travailler dans le public. Pantouflage. Oui, ça va, quoi. Ça fait des années qu'on dénonce les excès du pantouflage et ses effets pervers. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, où est-ce que les médias mettent le paquet sur cette question du pantouflage et des conflits d'intérêts à la tête de l'État ? Donc, c'est un peu comme si c'était une époque où finalement l'éthique, ça serait un truc un peu ringard. L'éthique, la morale publique, ça sert à rien. Eh ben non, c'est hyper important parce que sinon on n'arrive pas à vivre ensemble. Et nous avons un autre appel, c'est Marie qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkov, Monsieur Rivoire. Mais écoutez, meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux de santé surtout. Et alors justement, au sujet de ces médias et de ces enquêtes qui sont
Pour moi, souvent, dans le domaine de la santé notamment, ce sont des enquêtes qui ne vont jamais à fond. Les gens qui sont condamnés ne sont pas condamnés vraiment pour ce qu'ils ont fait. Mais surtout, ce que je voulais souligner, c'est la prise de parti de certains journalistes qui me gênent. Par exemple, je citerai le dernier débat entre Éric Zemmour et Monsieur le maire. La journaliste Léa Salamé a contredit Monsieur Zemmour qui disait qu'il y avait 15 milliards de dépensés pour les migrants. Et Monsieur le maire ne disait mot. C'était le chiffre qui était donné d'ailleurs. Et elle a eu un parti pris. Elle a dit ah non, Monsieur Zemmour ment. Nous avons fait notre enquête, c'est 5 milliards. Et puis, toute l'interview s'est déroulée pour gêner Monsieur Zemmour. Et ça, je trouvais que c'était allé un peu trop loin dans la neutralité, parce que, bon, on voyait bien qu'il y avait des partis pris. Et je voulais simplement dire que lorsqu'on demande au gouvernement sur notre sujet, combien la Chine détient notre dette, parce qu'elle détient une partie de notre dette, eh bien, ils ne veulent pas répondre, sachant que quand même, à ce sujet, les États-Unis ont des problèmes conflictuels avec la Chine. On aimerait bien savoir de combien on dépasse des Chinois, par exemple. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Non, d'accord, Marie. Je voulais dire que c'était des partis pris et souvent des enquêtes qui n'allaient pas jusqu'au bout, qui étaient juste, comment dirais-je... Oui, qui étaient partielles et partiales. C'est ça. Oui, voilà. Bon, on pourrait citer beaucoup d'enquêtes, hein, mais bon... Non, mais Marie, vous avez dit vous avez fait votre point. Je voudrais réagir justement par rapport à ça avec Jean-Baptiste Rivoire. Le problème des enquêtes, c'est vrai, enfin, on en a parlé en première partie d'émission de notre entretien, mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème? C'est vrai, par exemple, ce qui se passe entre la Chine, la dette, par exemple, le fait que le CAC 40 soit, les entreprises du CAC 40 soient à moitié détenues par des étrangers. Pourquoi pas des entreprises étrangères? Mais c'est vrai qu'il y a des tas de choses sur lesquelles le silence est fait, pas seulement justement sur les politiques et les princes qui nous gouvernent. Sur ces questions de mondialisation, c'est sûr qu'elle a été très très loin. La mondialisation libérale, totale, sans limite, elle a peut-être un peu des effets pervers. Hein. On l'a vu au moment du Covid, quand on n'arrive plus à s'approvisionner en produits. Mais je prendrai juste un autre exemple. On a une journaliste de notre équipe, Lucille Berland, qui a pas mal travaillé sur l'affaire Alstom, la France à vendre. Qu'est-ce qu'on découvre dans l'affaire Alstom? En fait, un pan entier d'une souveraineté industrielle française basée à Belfort va être vendu aux Américains sous les bons soins d'abord Arnaud Montebourg, qui essaiera de s'y opposer, puis Emmanuel Macron et François Hollande, qui ne s'y opposeront pas. Et on se dit, mais en fait, c'est quand même un énorme gâchis, parce qu'il y a beaucoup de suppression d'emplois à Belfort, on a perdu un savoir-faire technologique, etc. On gratte un peu avec des confrères qui ont fait un doc là-dessus pour LCP. Qu'est-ce qu'on découvre? En fait, Alstom et General Electric, à l'époque, en 2014-2015, ont dépensé près de 500 millions d'euros pour convaincre tout Paris d'accepter ce deal et cette vente aux Américains. C'est-à-dire qu'ils ont arrosé avec des sommes d'argent considérables des cabinets d'avocats, des cabinets de lobbying, des cabinets de communicants, l'agence Havas, etc., etc., etc. 500 millions d'euros. Et on découvre en fait qu'ils avaient missionné, par exemple, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de cabinets d'avocats à Paris, ils ont choisi celui de Nicolas Sarkozy, par exemple. Après, ils ont choisi un type qui était dans les cabinets du PS. Après, il y a Jérôme Pécresse, le mari de Valérie Pécresse, candidate actuelle à la présidentielle, qui se retrouvait dans un poste très important au sein de GE pour organiser la fusion avec Alstom. Donc il y a plein de gens finalement qui ont travaillé dans cette histoire, qui ont été intéressés par des postes ou par des rémunérations de lobbying dans cette histoire. Donc comme dit et Montebourg et Olivier Marleix, ex-député LR, dans l'enquête qu'on a fait, ces gens ont acheté Paris avec des millions d'euros et c'est contre l'intérêt des salariés de Belfort et des Français. Donc à un moment donné, la mondialisation, il y a des gens qui en profitent bien, puis il y a des gens qui en crèvent, quoi. Oui. Nous avions reçu d'ailleurs Olivier Marleix et Frédéric Pierucci ici à Sud Radio, à Bercom dans tous ses états. Et je me rappelle, Pierucci a fait 25 mois de prison, alors qu'il n'avait rien été lampiste dans cette affaire. Absolument. Et maintenant, nous sommes avec Julien qui nous appelle de Créteil. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Augustin, et puis bonjour à Monsieur Rivoire. Félicitations pour son travail d'investigation. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, je crois qu'il y a un vrai problème, effectivement, en France, de ces quelques milliardaires détenant les médias, les principaux médias. On a de moins en moins de directs, comme vous le disiez, les guignols
de l'info appartiennent aujourd'hui au passé. On a du consensuel matin, midi et soir. Moi, ce qui fait que je vous dis très honnêtement, je ne regarde quasiment plus les chaînes de télé à quelques rares émissions près. Et vous vous souvenez, André, les Anglais, enfin, The Economist, avaient classé la France en tant que démocratie défaillante. Oui. Moi, je pense qu'effectivement, on y est. Et il y a des totems, c'est-à-dire que vous avez des candidats qui ont le droit de s'exprimer, et puis d'autres candidats à la présidentielle qui ont 0,0005% du temps d'antenne. Je pense notamment à François Asselineau, que vous avez eu le plaisir de recevoir il y a quelques jours. Ouais. Mais effectivement, il y a un vrai problème. C'est-à-dire il avait dit lui-même, les journalistes ne savent pas quoi vous répondre. C'est-à-dire quand ils posent des questions sur les sujets que M. Asselineau notamment évoque, mais il y en a d'autres, hein, eh bien, ils ne savent pas quoi lui répondre. Et on connaît la corrélation entre les passages médias et les résultats électoraux. Donc, si on voulait tuer la démocratie, on s'y prendrait pas autrement. Hein, si vous critiquez les vaccins ARN messagers, l'Europe, le Frexit, le pass sanitaire, alors là tout de suite, voilà, c'est tout de suite casse complotiste, on discute plus, il n'y a plus rien à faire. Et surtout, ce qui a été dit, c'est très important, il y a quasiment plus de journalisme d'investigation, à part encore un petit peu Élise Lucet, et la France, je suis désolé de le dire, est devenue une parodie de démocratie, les contre-pouvoirs sont complètement morts, à l'exception peut-être de la défenseur des droits qui fait encore un peu le job, mais enfin le reste c'est une vaste blague. Je voudrais juste dire également, pour faire suite à ce qui a été dit sur le pass sanitaire, ce que vous disiez en début d'émission, qui devient pass vaccinal, parce que ça va être voté, hein, faut pas c'est clair. Et on va avoir demain un pass citoyen, c'est-à-dire ce sera le pass sanitaire à la chinoise, et on vous y mettra dedans les comptes bancaires, avec l'euro numérique qui arrive dans 1 an et demi, etc. Et on pourra vous désactiver à tout moment. Moi, je pense que cette restriction de liberté, effectivement, si on les perd, on les retrouvera jamais, ça faut bien se le dire. Et je voudrais terminer sur ce point. Comment se fait-il qu'on ait autorisé aussi vite les vaccins ARN messagers, notamment de Pfizer, hein, on l'a fait en express, alors que le Valneva, lui aussi, il est en phase 3. Et je rappelle que moi j'ai des amis qui ont été vaccinés 2 doses avec le vaccin chinois. Il faut savoir que ceux qui ont fait le vaccin classique chinois, c'est 2 doses et après c'est terminé. Il n'y a pas d'autre rappel. Donc, si on voulait, on aurait pu sortir beaucoup plus vite de ce marasme, et arrêter de remettre les Français avec 2 doses, 3 doses, 5 doses, 10 doses. C'est la grande polémique là-dessus. Évidemment, on ne va pas la résoudre là, mais effectivement, non. Mais je reviens, Julien, à ce que vous avez dit, et ça sonne au coin du bon sens. C'est vrai, quand il parle l'économiste parlait de démocratie défaillante. Au-delà même du pass citoyen, on espère qu'on n'arrivera pas là, mais ça n'est pas exclu. Jean-Baptiste Rivoire, est-ce qu'on n'est pas, et votre livre en est un peu, franchement, il en est un peu beaucoup le témoin, en tout cas sur le plan des médias et de ce qui se passe, est-ce qu'on n'est pas vraiment en défaillance ? Je pense qu'on a une démocratie malade. La presse a beaucoup de mal à faire son boulot de contre-pouvoir depuis quelques années. Mais je pense aussi à la justice. Quand les pouvoirs politiques laissent la justice très sous-financée depuis autant d'années, avec des greffiers en moins, des juges débordés, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'à un moment donné, quand il faut taper du poing sur la table et rétablir quelques règles du jeu, c'est pas possible. Alors par contre, ça dépend, parce que si vous êtes riche, c'est plus simple. Je vous donne juste un exemple. Pendant des années, le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault, ou pendant des mois en tout cas, a fait espionner par notamment Bernard Squarcini, l'ancien espion du président Sarkozy. Bernard Squarcini, quand il est retourné dans le privé à la chute de Sarko en 2012, il va venir se mettre au service de LVMH et de Bernard Arnault, et à la demande de Bernard Arnault, il va infiltrer un journal en France qui s'appelle Fakir, qui est le journal de François Ruffin, pour surveiller, infiltrer François Ruffin. Je vous fais court. Il est un peu embêté par cette affaire, ça sort, ça se sait, il y a des preuves de partout, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? Je disais il y a quelques jours, alors en fait, il y a un arrangement avec la justice, il va filer 10 millions d'euros et puis il n'y aura pas de procès. Alors, moi, en fait, c'est un truc que j'aimerais bien, parce que là, par exemple, je sais pas comment dire, là, il y a un milliardaire breton, moi, il me fait un procès, là, il s'appelle Vincent. Moi, j'aimerais bien dire, je vais donner, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de procès quand on a 10 millions d'euros? Il y a des gens, à la base, en France, ils n'ont pas 10 millions d'euros. C'est Ruffin qui a fait un procès ou pas? Ruffin a porté plainte, entre autres. Bernard Arnault est emmerdé, parce qu'évidemment, il y a toutes les preuves qu'ils ont infiltré un journal, donc il va finalement éviter le procès en échange de plusieurs millions d'euros. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pas la première fois. Donc, en fait, le type, à la base, qui prend un radar, alors lui, par contre, il va l'avoir, sa prune, qu'il soit smicard ou qu'il gagne bien. Vous voyez, non, mais parce que le radar, c'est 90 balles. Ça aussi, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que vous êtes avocat, vous êtes à 8 000 euros par mois, 90 euros, c'est pas un souci. Vous toussez un coup, vous achetez une baguette, c'est réglé. Le type qui est au SMIC, 90 euros, c'est, je sais pas, c'est 8% de son salaire mensuel, vous voyez. Donc, ce type de punition permanente sur les gens qui sont extrêmement injustes, parce que la TVA, c'est pareil, ça tombe pareil sur le smicard que sur celui qui gagne bien sa vie. Donc, ça, au bout d'un moment, il y a un problème, quoi. Et quand vous êtes à la base, non seulement vous pouvez pas payer 10 millions d'euros pour éviter le procès, mais en général, vous pouvez même pas vous payer l'avocat. C'est ça qui se passe.
Parce que c'est quand même une justice censitaire en France aujourd'hui, il faut quand même ouvrir les yeux. C'est clair. Et c'est un vrai problème que Julien a posé. Et... En tout cas, le standard n'est pas censitaire, donc vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons maintenant à Aix-en-Provence avec Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour aux deux, à Augustin et à André, et bonjour à l'invité, Jean-Baptiste. Salut. Et puis bonne année à tout le monde. Hein. Absolument. Bonne année à vous, Christophe. Bon, on vous écoute. Je voulais dire que ça c'est un lieu commun. Depuis 2005, la base se dit à quoi bon pour voter. Et puis depuis un bout de temps, vous avez les gens qui dirigent, ceux qui se cooptent. Donc l'oligarchie a de beaux jours devant elle. Mais je voudrais vous dire quelque chose d'un épisode qui est arrivé à Marseille. Oui. La semaine dernière, très simple. Je suis dans les rues de Marseille, et il y a des bus. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Non. Et au-dessus de la cabine du chauffeur de bus, il y a un drapeau. Ouais. Un drapeau. Et ça vaut pour tous les bus, pas pour un bus, mais pour tous les bus. Eh bien, on pourrait penser qu'il y aurait le drapeau de la ville de Marseille. Pourquoi pas? On est à Marseille. Ouais. Allez, pensons au drapeau de la Provence. Bien que la Provence et Marseille, c'est pas pareil. Soyons fous, mettons le tricolore bleu, blanc, rouge. Allez, soyons fous. Mais non! On avait le drapeau européen. Donc l'histoire qui s'est passée sous l'Arc de Triomphe, eh bien, c'est toute la nomenclatura, je fais exprès de dire la nomenclatura, qui est concernée. Et je voudrais finir... Attendez, Christophe, juste une question. C'est un bus qui avait ça ou tous les bus de Marseille? Tous les bus de Marseille avaient le drapeau européen. D'accord. Ben oui, tous les bus. Ok, intéressant. Moi, ça m'a interpellé, hein. Mais bon, on va me dire que je suis un nationaliste chauvin. Allez, pourquoi pas. Bon, et je voudrais finir quelque chose. Après, je laisse la parole. Allez-y. Vous savez, c'est pas d'hier que la nomenclatura française joue contre la France et travaille pour le supranationalisme. Par exemple, Marcel Déat, que j'invite les gens sur de la radio de s'intéresser, eh bien, voulait la Nouvelle Europe. Vous savez, la Nouvelle Europe, le Nouveau Monde. Je rappelle Marcel Déat, fondateur du PPF, grand collabo devant l'Éternel. Exactement, et jésuite. Voilà. D'accord. Christophe, écoutez, vous avez dit ce que vous avez dit, vous êtes passé du drapeau européen à Marcel Déat. C'est une performance qui n'est pas banale, mais revenons à ça, c'est vrai, Jean-Baptiste Rivoire, le journaliste que vous êtes, quand même, moi ça m'a absolument frappé, on l'a vu ici à Paris, c'était la Tour Eiffel, l'Élysée, l'Assemblée nationale, avec effectivement le bleu et les étoiles, et puis ce drapeau sous l'Arc de Triomphe qui a fait polémique, et puis là on apprend qu'à Marseille, effectivement, tous les bus avaient le drapeau européen. Pourquoi pas? Mais en fait, qui prend des décisions comme ça? Pourquoi? Enfin, c'est quand même bizarre. Ça fait... Plus on éloigne la décision politique des citoyens, on peut l'éloigner géographiquement, plus ça devient un peu plus compliqué pour les citoyens de s'y retrouver, de contrôler la décision publique. Je vous prends un exemple. Moi, un des trucs qui nous a beaucoup frappé dans nos enquêtes pendant 20 ans à Canal, c'est à quel point la ville de Bruxelles était envahie par des milliers et des milliers de lobbyistes. Je crois qu'il y en a 8 par député européen qui sont choyés, invités à manger, bichonnés en permanence par les lobbies des grandes entreprises qui veulent peser sur la loi et sur la législation européenne. Donc ces députés, ils sont loin de chez eux, ils sont à l'hôtel, ils font ce qu'ils peuvent, etc. Il y a plein de gens qui les entourent, qui les bichonnent, qui les câlinent pour qu'ils votent les lois dans le bon sens. Parfois, je pense qu'ils se laissent un petit peu influencer. Et je pense que c'est plus facile pour des multinationales dont le territoire c'est le monde, de venir se dire, au fond, si je mets beaucoup d'argent sur Bruxelles pour influencer la décision des députés, je vais obtenir les lois qui m'arrangent. S'il faut aller faire le même boulot dans toutes les capitales européennes, c'est 20 fois plus de boulot. Donc je pense aussi que cet éloignement de la décision publique vers des centres bien concentrés où là le
le lobbying s'exerce de manière absolument majeure, par exemple à Bruxelles, ça arrange les multinationales. C'est pour ça que des fois, je comprends parfois un peu des gens qui, dans les pays, ont le sentiment que la décision leur échappe et que peut-être il faudrait que la démocratie marche un petit peu mieux et que les citoyens soient un petit peu plus entendus. Et c'est vrai, en plus, c'est pas seulement un ressenti, c'est vrai que en matière européenne, la décision échappe aux nations aujourd'hui. En tout cas, pour beaucoup de décisions, beaucoup de domaines, il faut le dire. Après, je nuancerai parce que moi, je pense que l'Europe n'a pas fait que des bêtises et que parfois, il y a des décisions, notamment sur la protection de l'environnement ou de l'écologie, qui sont positives et parfois, il y a des pays qui sont têtus, qui ne veulent pas les appliquer et c'est l'Europe parfois qui dit non, mais là, ça serait bien de faire un peu gaffe à la planète. Donc, je nuancerai. Oui. Mais c'est vrai que ça éloigne la décision des citoyens. Et sur le libéralisme, le laisser faire, laisser aller l'agriculture, il y a beaucoup de choses à dire. Mais enfin, c'est un autre problème. En tout cas, ici, il n'y a pas de centralisation des auditeurs puisque nous appelle de Charente-Maritime maintenant avec Jean-Édouard. Bonjour Jean-Édouard. Oui, bonjour Jean-Édouard. Bonjour Monsieur Rector, bonjour à votre invité et aux auditeurs. Voilà, je voulais parler de la violence sur les journalistes qui a été exercée durant le mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai vu de mes yeux. Oui. Il faut savoir que ça a été très compliqué parce que moi, du coup, j'ai essayé d'arrêter les gens qui s'en prenaient à eux. Mais les gens avaient été traînés à bout. Et comme l'a dit votre invité, les gens n'ont plus la parole. Ils ne sont plus écoutés, ne sont plus représentés. Et du coup, c'était très compliqué pour eux de gérer le fait qu'un journaliste soit là et qu'après, dans les médias, il soit traîné dans la boue. Il faut se souvenir que Brûlé sur BFM, quand les Gilets jaunes l'ont entendu en bas de la tour, il n'emmenait pas large quand même, avec tout ce qu'il avait craché sur les Gilets jaunes. Et du coup, il est vrai que votre invité, il a raison, le journaliste n'est plus écouté aujourd'hui parce qu'ils sont censurés. Je l'ai revu ensuite à Paris, où justement les journalistes, il y avait eu des affrontements, etc. Et les journalistes ont dit, mais c'est pas nous qui choisissons, c'est les dirigeants, quoi. Enfin, c'est notre rédacteur en chef ou notre directeur, etc. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et je pense qu'il faut dire aux gens, les journalistes font aussi ce qu'ils peuvent, ceux qui ont encore une intégrité, une éthique, comme ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas oublier ça. Il faut vraiment avoir du respect quand même pour ces gens-là, essayer de, malgré ce qui se passe derrière, quoi. D'accord. Oui, Jean-Baptiste Rivoire, là, il corrobore un peu ce que vous avez dit. Le problème, c'est ça, c'est la non-confiance, la rupture, certaines ruptures d'un pacte de confiance qui existait quand même à un moment donné, mais qui existent de moins en moins. Si les pouvoirs publics fixent pas et font pas respecter quelques règles d'honnêteté dans l'information et dans les médias, encore une fois, je parle pas droite-gauche, chacun doit avoir ses idées, c'est plutôt de l'éthique de l'information, de la rigueur, des moyens pour enquêter, tout simplement. On n'est pas là pour relayer les communiqués du gouvernement. Sinon, on s'appelle porte-parole, communicant, propagandiste, tout ce que vous voulez. Donc si on veut bosser, il faut qu'on puisse vérifier qu'on n'est pas en train de raconter des conneries, il faut qu'on ait des moyens, il faut qu'on ait un peu d'argent. En empêchant les journalistes de faire ça, les grands propriétaires de presse et parfois la tutelle et le gouvernement mettent les journalistes en danger dans la rue. Parce qu'après, quand les gens les agressent, finalement, évidemment que c'est pas la faute au journaliste, il n'est pas le seul à pouvoir décider, donc il est en danger, il est exposé. Donc c'est d'autant plus grave, il faut que ce système soit réformé, quoi. Et oui, on a peut-être absolument un dernier auditeur très rapidement, et c'est Hervé qui nous appelle de Gironde. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Hervé, on vous écoute. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Rivoire. Moi, je pars d'un constat simple qui est de plus en plus partagé, c'est que cette crise Covid est en fait une crise politique et non une crise sanitaire, comme on veut nous faire croire, et que les décisions qui ont été prises en Conseil de défense depuis plus de 2 ans, maintenant, est-ce qu'elles ont une légitimité? Est-ce que l'opposition, par exemple, ne devrait pas s'exprimer davantage et demander la levée de ce secret défense qui est prévu pour 50 ans, hein, n'oublie pas. Voilà, donc en fait, ça pouvait se justifier dans le sens où il fallait prendre des décisions rapides face à ce nouveau virus. Maintenant, on s'aperçoit de plus en plus que le variant est de moins en moins agressif et le fait de cette levée du secret défense, on s'apercevrait quand même que, je pense, de nombreuses décisions ont été prises à l'encontre des peuples, mais simplement pour forcer vers cette nouvelle économie numérique, et qu'en réalité, on a grugé le peuple pendant des mois, voire des années, pour nous amener vers ce nouveau crédit social tant espéré par bon nombre de capitalistes, entre guillemets.
l'économie ultralibérale. Et je pense que cette levée du secret, si elle était possible, rendrait Macron inéligible, comme il a pu l'exprimer à travers le média brut à un moment donné, il y a quelques mois, où il n'était pas sûr de pouvoir se représenter et aucun média ne s'est exprimé sur ce sujet. Donc je m'interroge. Oui, on vous a entendu effectivement d'une phrase, parce que nous arrivons en terme d'émission, Jean-Baptiste Rivoire. Effectivement, est-ce que ce problème du secret, cette instauration du secret, en général pas seulement en défense, et pas justement la plus liberticide des choses, même envers le métier. L'obsession du secret, notamment le secret défense, est évidemment en France un cancer démocratique depuis de très nombreuses années. Je voudrais dire juste autre chose. Moi, je pense que quand on est citoyen dans ce pays, on doit faire attention à quelque chose. Il y a plein de gens et plein de pouvoirs puissants qui ont envie de nous faire peur, de jouer sur la peur, de jouer sur l'anxiogène, de nous terroriser, de nous maintenir chez nous. Tout le monde est méchant, ils vont tous nous tuer, le virus, machin. Et les gens qui ont peur, ils s'isolent et ils sont soumis. Donc à un moment donné, il faut faire un petit peu attention aux tendances de certains médias à pousser dans l'anxiogène, parce qu'à un moment donné, on est juste un peuple libre. On peut avoir des potes, on peut se rassembler, on peut faire des choses, on est fort. Il ne faut pas se laisser contaminer par la peur que parfois les médias relayent un peu trop complaisamment, à mon avis. Et je parlerai comme Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Et ce n'est pas ce que vous faites dans votre livre avec votre média, l'Élysée et les oligarques contre l'info aux éditions des Liens qui libèrent. Et puis dans un instant, Brigitte Lahaie va parler susceptibilité, non pas à l'Élysée, mais dans le couple. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons